Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un point ciné-critique, je vais tout simplement vous évoquer une œuvre majeure dans l'histoire du cinéma mondial, un monolithe monumental qui a marqué le 7e art et qui cette année fête ses 30 ans, sorti donc en 1994, Satan Tango ou Le Tango de Satan du cinéaste hongrois Béla Tarr, son film le plus long et clairement le plus long que j'ai jamais évoqué sur la chaîne, il n'y a pas photo. Et je m'étais juré de le découvrir enfin avant la fin de l'été, tout simplement. Donc je vous en propose ici une vidéo plus ou moins à chaud, j'ai un peu de recul, mais j'ai aucune prise de notes particulière. Alors j'ai fait un tweet avec quelques screenshots et une petite review pour Letterboxd, mais voilà, je vais sortir mes émotions ici sur un métrage très dense, très dur, dans lequel on retrouve quelques acteurs et actrices hongrois pour la majeure partie, pas forcément connu du grand public, mais je vais en citer quelques-uns, notamment Mihaly Vig, qui est aussi le compositeur, ça fait sens, dans le rôle du personnage principal et antagoniste aussi, ne serait-ce pas lui, Satan, quelque part. Citons aussi la jeune Erika Bock, qui interprète une enfant très marquante ici, et qui jouera dans d'autres Béla Tarr, tout comme János Dersi. Citons aussi l'allemand Peter Berling, qui lui est assez connu, et qui joue un docteur. Voilà. Alors, pour résumer l'intrigue, tout simplement, on va suivre le destin de villageois qui sont un peu paumés dans une terre désolée et dévastée, où il pleut pratiquement tout le temps, c'est gris, c'est en noir et blanc d'ailleurs. On va dire, ont entrepris il y a quelques années, ou leurs parents ou grands-parents, une ferme collective, on va dire vestige d'un régime soviétique mourant ou disparu, on ne sait pas trop quand ça se passe, mais imaginons que c'est au début des années 90, on a compris. Et un beau jour, ils attendent donc le retour au village de deux personnes que l'on pensait mortes, mais en fait qui étaient en prison. Et parmi eux, Irimias, qui va être une sorte de faux prophète, de faux messie, à leur proposer des choses pour les sortir de cette routine, de ce train-train quotidien où il n'y a que peu d'espoir. Voilà. Les villageois, en gros, ils passent leur temps à picoler, à se tromper, à observer les autres en mode voyeurisme, ou à faire la fête pour tromper l'ennui, et une forme de décadence et de dévastation. Et donc Irimias, il débarque et il leur dit, tiens, on va essayer d'occuper un manoir plus loin pour repartir de zéro, mais en fait, on sent que ce n'est pas vraiment possible, et donc de route en chemin parcouru, au final, il a notre priorité, Irimias, c'est se réinsérer lui-même, acheter sa propre liberté, mais à quel prix? En servant le régime probablement militaire qui a remplacé le régime soviétique. J'extrapole, je simplifie ici, ce qui est certain, c'est que nous allons avoir ici le destin de personnes plus proches de l'animalité aussi sur certains points, et des gens qui sont plus ou moins déjà morts dans cette idée. C'est vraiment ce que Béla Tarr veut faire dégager d'un film profondément sombre, assez nihiliste, pessimiste et glauque sur certains points. 7h30 en 3 parties, je l'ai vu en 3 fois. Il faut s'accrocher parce que c'est du cinéma, on va dire contemplatif, oui, lent, qui prend son temps, avec très peu de plans, il y en a une centaine, un peu plus. Sur 7h30, c'est en moyenne 2 ou 3 minutes par plan, ce qui est absolument extraordinaire. Il y a des séquences qui durent 10 minutes aussi, si on veut, je crois, au moins. Et voilà, va-et-vient permanent, un pas en avant, un pas en arrière. Bref, nous dansons le tango de Satan avec Béla Tarr et ces personnages qui n'ont pas de destin. Ou le seul destin pour eux, c'est quoi? C'est la solitude et la mort. En tout cas, la déshumanisation, j'allais dire progressive, oui. Déshumanisation au-delà de la déshumanisation, puisqu'ils sont plus ou moins déjà, on va dire, les vestiges d'un système qui a aussi connu un effondrement sur ses promesses non tenues, et là on envoie d'autres promesses qui clairement sont encore moins tenues et encore plus rapidement. C'est comme si de toute façon, voilà, l'Union soviétique, le bloc de l'Est qui s'effondre, qui s'est écroulé sur lui-même, était remplacé par une sorte de bloc capitaliste militaire ici, qui de toute façon écrase l'humain d'emblée. Et c'est exactement ce que Béla Tarr veut nous montrer dès le premier plan. Il y a une introduction, avant même de lancer les parties et tout, parce qu'il y a des intertitres et tout, où on a des vaches, filmées pendant 7 minutes, 8 minutes, et comme ça, hop, on les voit, et en fait, ces vaches, pour moi, ce sont ces humains villageois qui, on va dire, n'ont pas vraiment de but, et
n'existent que par leur présence. Mais ils existent quand même. Et Bellatar, après, va nous dépeindre leur vie, leur quotidien, où au final, ils arrivent quand même à avoir des bons moments, mais aussi ils craignent certaines choses, et puis ils vont se faire embrigader, manipuler. Et après, voilà, hein, on va partir vers un point B pour revenir au point A, et au final aller ailleurs, et se perdre encore plus profondément dans les abysses de cet endroit plus ou moins huis clos, un purgatoire, qui va les mener vers l'enfer probablement. C'est absolument brutal, mais extraordinairement important à voir. Évidemment, souvent ce genre de film, c'est un petit peu, on va dire, le cliché du cinéphile qui se doit de voir ça un jour. Vous savez, sur Twitter, certains ont lancé un peu ces propos méprisants en mode ouais, de toute façon, les cinéphiles, à part les films de 7 heures en noir et blanc, ex-Yougoslavie, les années 40, il n'y a rien qui compte. Alors, je me demande si c'est pas né un petit peu de ce film-là, hein, cette idée, alors sauf que là, on est en 1994 et que c'est en Hongrie. Mais c'est clairement ça. C'est-à-dire que oui, c'est très, très, on va dire, ambitieux. Enfin, il faut vraiment se lancer. Vous n'êtes pas obligé d'accrocher à tout. Je ne vais pas mentir, il y a peut-être des moments où je me laissais aller, avec le recul, je me dis certaines scènes, voilà, bon, est-ce qu'elles étaient vraiment nécessaires pour encore renforcer le clou? Peut-être qu'en 6h30, on avait le même film en mieux. J'en sais rien, je m'en fiche, c'est pas moi qui ai fait la pulsation et le tempo de ce film. Je pense que finalement, Bellatar, il a tout assumé de A à Z, c'est radical dans l'absolu du geste. Et moi, tout me va, au final, parce que, arrivé au bout, je sens cette chape de plomb qui a pesé sur moi. Alors, je l'ai vu en 3 fois, en 3 jours, certes, mais quand même, malgré les pauses, je n'ai pas sorti le film de mon esprit. Et là, je fais donc ce retour 24 heures après l'avoir fini. Hein. J'ai quand même réfléchi déjà sur le métrage, écrit 2-3 petits trucs, mais je fais ça en impro. Eh bien, il me hante toujours. C'est clairement, voilà, la hantise absolue de voir comment l'humanité peut s'effondrer sur elle-même à cause d'un système. Et un système qui va remplacer un autre système, peut-être en pire ou de façon aussi fallacieuse. Et donc, on a ces gens qui déambulent là. Et pour moi, ce sont quasi des fantômes dès le début. Mais des fantômes qui vivent, qui essayent encore de subsister là, sur cet endroit qui, vraiment, voilà... c'est étouffant dans l'absolu. Y compris, voilà, on sent la boue, on sent la pluie, le fait que Bellatar nous pose ses plans fait que nous, spectateurs, on devient des habitants de ce village, on devient aussi des voyeurs, à l'image de ce docteur qui passe son temps à picoler. C'est terrible, c'est le docteur, c'est quand même le sage du village qui représente la vie, quoi. Et la mort aussi, parce que le docteur, il reconnaît les morts et tout, mais c'est ça qui est amusant. La vie et la mort, mais lui, il fait rien, quoi. Il boit et il regarde, parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Et les autres, ils se trompent, ils ont des plans sur la comète, l'argent, tout ça. On sent que il y a une corruption globale, ici, des choses. Et même la terre est corrompue. Souvent, voilà, vous avez des parallèles faits entre les hommes et les animaux, que ce soit les vaches au début, des cochons aussi que l'on revoit. Il y a ce chat aussi, j'y reviendrai, hein, la scène avec la petite fille et le chat, je vais faire une mini zone spoiler, parce que finalement, si vous voulez pas trop en savoir, même si au final on s'en fiche d'en savoir beaucoup ou pas sur ce film, c'est l'expérience qui compte. Je respecte celles et ceux qui veulent quand même découvrir certaines sensations sans en savoir avant d'autres. Mais voilà, tout le monde est extraordinaire là-dedans, y compris, alors surtout Mihail Vig, parce que, je le disais, c'est le personnage principal, ce diable déguisé en faux prophète, chose que George Miller ne renierait pas, sur certains points, même si c'est pas du tout le style Miller ici, qui est aussi compositeur, et dans le sens où la musique joue un rôle cryptique, et parfois faussement jovial, c'est fort. Qui soit là. C'est-à-dire, le tango de Satan est joué par le personnage qui joue plus ou moins une forme de diable, parce que clairement il y a un moment où il fait un monologue de 10 minutes après un drame dans le village, où il va faire des promesses mais en même temps des reproches. C'est terrible de voir comment il essaye de séduire tout en étant assez cash ces habitants-là qui vont se faire avoir, parce que l'argent aussi, voilà, il cherche l'argent, il cherche la liberté peut-être, où le système lui a promis cela s'il faisait ce qu'on lui dit de faire. C'est quelqu'un, voilà, c'est quelqu'un qui a un vendu, disons-le, et qui a fait des bêtises avant, et qui a été broyé par le système, et qui du coup, en retour, pour essayer d'exister à nouveau, broie les autres. Voilà, on va au bout ici de la déshumanisation de toute façon. Donc il y a ça, et puis alors, les thèmes musicaux qui soient un peu... des thèmes un peu électro que Kubrick utilisait dans ses films, par exemple. Et puis bien sûr le moment du tango, là, où on voit les villageois complètement... déchaînés, parce que ils ont peur et ils sont déprimés à la fois, et ils vivent par procuration une sorte d'ivresse, d'illusion d'existence, quoi.
c'est à la fois drôle, il y a des moments c'est une comédie noire aussi ce film. Des moments où tu rigoles, mais en même temps tu grinces des dents. Il y a ça. Et puis la petite fille qui regarde un moment, on voit de son point de vue, ou on voit derrière elle, parce que c'est important. Le film rejoue des scènes. Je vais y arriver à la zone spoiler, mais une dernière chose à ce niveau, je vais oublier les trucs. Hein. Je ne peux pas tout dire sur un film de 7h30 en impro ciné-critique. Et c'est normal. Oui, le film fonctionne comme un tango, fonctionne comme une boucle, comme une araignée qui tisse sa toile. D'ailleurs, il y a des sous-titres dans le film, c'est l'œuvre de l'araignée. C'est un peu ça. C'est-à-dire que vous avez des scènes du début, vous arrivez au bout, elles sont rejouées. Voilà, la boucle se ferme, même que la voix off du début, parce qu'il y a un narrateur, est reprise à la fin par un personnage. Des plans sont à l'identique, des plans de marche, notamment sur la route. Souvent, plan fixe avec la route, hop, comme ça, et puis les personnes arrivent ou reviennent, voilà, comme ça, pouf, face caméra. Ou les deux qui arrivent, là, donc Irimias et son disciple, si on veut, qui sont à un moment en marche, toujours filmés de dos, avec ce souffle-là de vent et des détritus qui volent autour d'eux, comme si ils étaient portés par un divin satanique, hein. Ils apportent le chaos, quoi, avec eux, c'est ça. Il y a plein de choses comme cela, comme si ce village était un peu enfermé dans un purgatoire, bah, les personnages le sont aussi, de même que le film qui fait ce pas en avant et pas en arrière total, avec la caméra aussi, qui fait son petit tango. Si vous regardez ça en x5, j'ai pas essayé, ne le faites pas, mais à la rigueur, si vous voulez revoir le film ou voir quelques extraits en hyper accéléré, je pense que ça doit faire sens sur un certain rythme. Disons que là, c'est un tango en vraiment ralenti qui nous est montré pendant 7h30. Et c'est pour ça que la musique joue un rôle important, bien sûr, et que le titre n'est pas hasardeux. Et ces moments sur l'araignée, voilà, je parlais de l'animalité, il y a aussi ça, hein, les insectes. Ces voix off qui sont très poétiques, alors que sont peut-être des reprises du roman, parce que c'est une adaptation d'un bouquin. Je ne sais pas exactement à quel point peut-être il a repris des aspects narratifs. Alors je crois que c'est l'adaptation d'un livre, hein. Oui, c'est ça. Un roman d'un monsieur dont je ne vais pas citer le nom parce que je vais l'écorcher et c'est pas bien. Mais c'est absolument fou, quoi. Et ça a coupé le souffle. Les moments de décor aussi, bien sûr, hein. Les décors c'est important. Le village, le manoir, c'est du film d'horreur. Voilà, on est dans l'horreur psychologique. J'ai plaisanté un petit peu sur Twitter, hein, où j'ai beaucoup parlé du film. Vous, quand vous voyez cette vidéo, il y a quelques semaines maintenant, quelques jours, quelques semaines, entre les deux, en faisant un parallèle entre Blair Witch et un personnage contre le mur. Est-ce que les réalisateurs du projet Blair Witch ont été inspirés par ce film? Ne jamais dire non, après tout, c'était peut-être des étudiants de cinéma, il me semble, ils sont peut-être tombés dessus. Évidemment, John Ford est aussi partout, sur des ouvertures, des fausses ouvertures qui mènent à nulle part. La petite fille dans la grange avec le chat, le docteur dans la forêt, il y a plein de moments iconiques comme ça, et c'est pesant, que ce soit sur la présence des corps, et comment ils sont intégrés dans le décor. Et cette animalité du docteur est absolument folle d'ailleurs aussi, parce que... voilà, bref, zone spoiler quand même. Allez, spoiler juste pour deux trucs en fait, enfin deux trucs, oui, plus ou moins un, hein, surtout. Le passage avec la petite fille, qui revient 3 fois. C'est-à-dire qu'il y a un moment, une scène, alors il y a une soirée où ils dansent, les villageois, ils sont complètement alcoolisés, avec le bandeau néon derrière, là. Une musique totalement hypnotique, qui est séductrice du diable Satan, hein. Vous la trouverez sur internet, là, sur YouTube, c'est clairement ça. Et donc il y a la petite fille avec son chat. Scène qui est rejouée en 3 fois. D'abord du point de vue du docteur, qui tombe sur cette fille qui a besoin d'aide, mais il ne sait pas pourquoi il la repousse, et après il va s'effondrer, et d'ailleurs il regrette. Le docteur sera d'ailleurs le seul personnage qui restera au village à la fin. La fin est assez terrible, il faudra que je parle de ça aussi du coup. Et la petite fille 3 fois, c'est-à-dire qu'à un moment, voilà, il y a ça, puis après on la voit jouer avec son chat et le maltraiter. Alors c'est une scène horrible, mais elle a été clairement supervisée par un vétérinaire. Donc le chat, techniquement, n'a pas souffert. Voilà, ça a été bien géré, parce qu'à un moment, tu peux te dire, ils ont vraiment maltraité le chat. Non. Donc elle maltraite et elle tue son chat avec de la morora, et elle se tue elle-même avec de la morora, parce qu'il n'y a personne qui peut l'aider, parce que de toute façon, elle voit autour d'elle que tout est mort, que cette vie n'est pas faite pour elle. On sent qu'elle a un souci, cette fille aussi, de toute façon. Et puis voilà. Et donc il y a ça. Et après on la revoit dans une autre scène, parce que on rejoue la scène du point de vue du bar, et on la voit à travers la fenêtre. J'ai choisi cette miniature, parce que quand elle apparaît là, pour nous spectateurs, elle est morte dans on va dire la séquence d'avant. Donc pour nous, c'est l'apparition spectrale d'un fantôme. Mais dans le film, non. Donc la boucle, la toile d'araignée qui fait son œuvre, tout ça, c'est la deuxième partie, ça, c'est assez extraordinaire en fait. Fin de première partie. Et toute cette deuxième partie, c'est le nœud global d'un film qui s'enferme.
Parce que ça s'enferme. Donc il y a clairement toute une soirée qui va occuper peut-être la moitié du film, en termes de durée. Carrément, à peu près. Et c'est très très fort ça. Et donc bon, après, Irimiash, tout ça, fausse promesse, le manoir où les gens ont des cauchemars, et finalement c'était pour les faire bosser. Voilà, la mission d'Irimiash et de Petrina, je crois, l'autre, c'est donc de ramener les gens dans le système. Ceux qui avaient eu cette ferme collective promise par les soviétiques se sont écroulés, donc ces gens se sont écroulés sur place et ne font plus rien, ne vivent que vaguement peut-être de quelques cultures, et encore vu l'état des terres, c'est pas sûr, ou de leurs animaux, des animaux qui vont être vendus. Les vaches qu'on voit au début, c'est un troupeau qui va être vendu pour avoir de l'argent. Donc fermer cette idée du soviétique, c'est ça la mission, hein, de l'armée, on va dire du gouvernement militaire qui a pris la place, que Irimiash doit donc sortir ces gens-là pour les faire travailler. C'est ça, le but c'est de les amener à la ville et qu'ils travaillent. Et ils vont tous tomber dans le panneau, sauf un certain crâneur qui va suivre son propre chemin, mais on ne saura rien de lui, on ne sait pas. Et l'autre, finalement, et alors il faut voir comment Irimiash fait le rapport à l'armée en les méprisant. Le gars il s'est fait déshumaniser en prison et par le système pour acheter sa liberté, il est méprisant, il les insulte dans le rapport. Comme à un moment il menace des gens de les faire exploser. Il y a une scène terrible dans le bar là, qui est une bascule, où d'ailleurs le temps s'arrête et il devient le système. Voilà. Il devient le bras armé, le bras fou d'un système qui veut tout contrôler. Et donc oui, à la fin tout le monde se fait avoir, sauf un qui sort son chemin, hop, voilà. Et le docteur qui a été oublié au village, mais qui lui, en fade out au noir, c'est lui la voix off à la fin, va se laisser mourir. Voilà, la seule chose qu'il fait, c'est qu'il repicole. Il sort de l'hôpital, il repicole, il voit qu'il n'y a plus personne. Et il y a un fou qui est resté aussi, qui sonne un clocher. C'est la fin, quoi. C'est le crépuscule ultime de ce que l'ère soviétique a laissé et de ce système qui éteint tout. Il y a un moment des voix off qui parlent du soleil rouge à l'aube et tout, qui tombe de l'obscurité et tout. C'est évidemment une allégorie du régime, on va dire du bloc de l'Est au sens large, le bloc de l'Est, un soleil rouge, ok, on a compris, mais derrière, c'est la nuit, en fait, qui se fait, pouf, parce que de toute façon, comme c'est une boucle, que c'est un cycle, tout ce qu'on voit de jour dans le film, finalement, on ramène à la nuit, et la nuit, elle risque d'être éternelle, vu la fin. Et donc, comme je le disais, le film se rembobine autrement par rapport au début, pouf, avec la voix off, c'est en miroir, quoi. Et donc on referme le tango, et après 7h30, on se dit, de toute façon, il ne subsiste plus rien, plus qu'un écran noir, et c'est la mort, quoi. Voilà. Je ferme la zone spoiler, parce que de toute façon, film à analyser dans tous les sens, comme vous voulez, film à ressentir, à revoir, voilà, j'ai fait ma part, là, de ma découverte, qui risque clairement d'être mon film, peut-être, de patrimoine de l'année, avec Il était une fois en Amérique, j'ai vu 2 monuments. C'est très cliché d'imaginer que ces 2 monuments que j'ai rattrapés sur le tard finissent par mes tops de l'année de films vus en rattrapage, hors nouveauté. Ben ouais, mais cliché peut-être, mais ça signifie surtout que ce sont 2 monuments. Mais ici, Zadan Tango, c'est un truc, je ne reverrai pas une deuxième fois un tel film dans ma vie. Il y aura d'autres films, peut-être de 7 heures ou plus, que je verrai. Peut-être le Napoléon de la Belgance, alors si j'ai le temps, mais je ne promets rien, j'essayerai, mais là c'est la reprise, boulot, emploi du temps à gérer et tout, et beaucoup de travail du coup. Et oui, les profs travaillent, et croyez-moi. Mais si j'ai le temps de le voir en plusieurs fois, j'essayerai. Et si je le vois, j'essayerai d'en parler, mais je ne promets rien, mais au pire un jour je le verrai, ou d'autres films comme ça très longs. Je pense au 1900 de Bertolucci, aussi un peu moins long, mais quand même. Bon, oui, évidemment, hein, c'est enfoncer les portes ouvertes de dire que c'est immense, mais ça l'est. Hein, la réputation précède ces films, mais en fait, elle est totalement justifiée, cette réputation. Donc, Zadan Tango, voyez-le en plusieurs fois. De toute façon, c'est impossible de l'imaginer de le voir en moins de 2 fois, quand même. Faites des pauses. Vous avez des intertitres, vous pouvez, voilà, hop, arrêter, réfléchir 2-3 minutes, etc. C'est important, sauf si vous avez la chance de le voir en salle un jour, mais j'imagine que ce sera avec des entractes matin, après-midi compris. Mais, voilà. Prenez le temps de le voir un jour, parce que c'est une expérience, mais c'est du pur cinéma aussi, qui raconte beaucoup sur la société de cette époque-là, début 90, donc 5 ans après la chute du mur de Berlin, tout ça. Et Bellatar a fait quelque chose de fort. C'est Bellatar, depuis, qui a fait d'autres films, hein, entre-temps, et qui en avait fait avant, et qui a arrêté sa carrière parce qu'il pense avoir tout dit. Et ça, c'est beau, je trouve. Donc voilà, n'hésitez pas à en dire plus en commentaire. Je sais pas non plus tout. Ouais, j'ai oublié certains moments, mais bon, j'ai été non exhaustif en étant le plus complet possible comme cela, comme je pouvais l'être. Surtout donnez votre ressenti personnel et vos analyses. Moi, ça me fera vraiment plaisir de discuter avec vous sur ce film.
La section commentaires est faite pour cela. Bref, je vous dis à la prochaine, ciao.